Salut tout le monde, bonsoir. Bon, la forme ou quoi? Un nouveau War Tanks. Ça fait longtemps que je devais le faire celui-là. Vous savez, quand je choisis mes chars, je les choisis pas forcément... Je sais qu'ils sont en haut de la liste. Mais il y en a qui m'attirent plus que d'autres. Par exemple, le Tigre B, le Koenigsteiger était après. Mais à quelques... Ah, vous voyez, mon côté Wehrabou, j'ai vu le Tigre, je me dis, allez, je prends le Tigre. Bon, voilà quoi. On peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi. C'est rare qu'on ait des mauvais chars dans War Tanks, en général. C'est très rare qu'on ait vraiment des mauvais véhicules, vous voyez. Par exemple, le Tigre B, le Koenigsteiger la semaine dernière, j'ai pas mal cassé de sucre dessus. Néanmoins, le véhicule en lui-même n'est pas mauvais. Au contraire, c'est même une terrifiante machine de guerre, je l'ai bien précisé. Le problème est plus autour de la logistique autour. Est-ce que les Allemands sont capables de l'amener sur le champ de bataille de façon correcte pour exploiter son potentiel? Absolument pas. Mais le véhicule, en lui-même, est terrifiant. Ce n'est pas un mauvais char, loin de là. Et c'est rare, en général, qu'on ait vraiment des mauvais véhicules dans War Tanks. Ce soir, nous allons traiter d'un très mauvais véhicule. Un mauvais, voire très mauvais véhicule. Puisqu'on va parler du L640. Et le L640, qu'appelle-t-on un mauvais véhicule? Un véhicule mal conçu, avec une doctrine de merde, qui n'a rien à faire là, obsolète et inefficace. Il y a des véhicules obsolètes mais efficaces. On va en parler. Un mauvais véhicule, c'est un véhicule mal designé, mal pensé, avec une mauvaise doctrine, et malgré son obsolescence, il est inefficace totalement. Un mauvais véhicule. Voilà. Tu as fait le Grand Lee la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Et oui, j'ai fait le Grand Lee il y a 2 semaines. Faut aller sur YouTube, regarder les rediffs. Je me fais chier avec les rediffs. C'est pas pour les chiens. Donc oui, ça passait. C'est un autre véhicule dont on reparlera. C'est une variante. Nous, on est là pour parler du L640. C'est pas un bon véhicule, je voulais dire. Je suis pas d'accord. Le Grand Lee est un véhicule très décent. Un très bon véhicule de transition qui a rendu des gros services. Sans aucun doute. Pas parfait, mais un véhicule efficace. Voilà. Donc ce soir, on va traiter d'un mauvais véhicule. Ce véhicule, c'est le L640. Le L640, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un véhicule léger. C'est un char léger. Sur le papier, il a été designé comme un char léger de reconnaissance de montagne. Les Italiens avaient un traumatisme autour de la Première Guerre mondiale. Et le souci, c'est que les Italiens vont utiliser ce véhicule comme un char de bataille standard. On va l'envoyer à Tobruk, à El Alamein, en première ligne. Avec des résultats catastrophiques. Ça finira à Stalingrad aussi. Et ce véhicule est mauvais en termes de design. Une doctrine qui est totalement foireuse. Et le véhicule, malgré son obsolescence, est encore plus mauvais qu'il n'est obsolète. Et c'est un cercueil roulant. Et on va rendre hommage à ce char. Il a vu l'espace, mais bien sûr que non! Il est rentré en service en 1941, les mecs! Vous avez vu? Par rapport à la photo, vous pensez que ce véhicule date de 1936, 37? C'est un véhicule qui date de 1941. Il est rentré en service au printemps 41. Baptême du feu au printemps 42. Et il a été utilisé jusque dans les années 50. Vous avez vu? Vous vous êtes fait avoir. Donc, en même temps que le Tigre, quasiment. Et on va parler de... Je vais rentrer dans le détail. Donc déjà, il faut qu'on parle... Les Italiens ont un énorme problème de véhicules blindés pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? C'est lié à plusieurs choses. La première cause, c'est leur industrie, d'accord? L'industrie italienne n'est pas faite pour produire des blindés modernes en grande quantité, d'accord? Ils ont des énormes problèmes industriels, c'est une industrie d'artisans. Et ils ne sont pas capables de faire des véhicules, des tourelles moulées comme les Français et tout ça. Et ça va avoir des graves conséquences sur la qualité de leur véhicule. Leur acier, l'acier italien, est d'une qualité catastrophique. Et on sait que la qualité de l'acier est importante sur les véhicules. Et les Italiens ont ces problèmes. Voici la série des L3. Ça va aller en Éthiopie. Certains L3 auront une tourelle dessus. Là, c'est les prototypes des L3 au début des années 30.
tout ça, rappelez-vous que les Italiens ont, je le répète, ont eu un traumatisme pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont fait la guerre dans des conditions terribles, à plus en moyenne de plus de 2000 mètres d'altitude, avec la frontière autrichienne. Et après-guerre, ça va les poursuivre, ça va les hanter. Et énormément de leur design de véhicules vont garder cette idée d'être capable d'amener des chars sur du terrain extrêmement difficile, entre autres de la montagne. Des petits véhicules légers, rapides. Et les Italiens développeront que très très tardivement des plus gros blindés. Et il y a une part de ce traumatisme dans cette idée d'essayer de faire des chars de montagne. Avec tous ces petits véhicules comme le L3. Rigolez pas, ça verra la Seconde Guerre mondiale, ça. Ça va aller en Abyssinie. Ça va aller pendant la guerre d'Éthiopie. On peut blâmer certains pays. Par exemple, les Américains n'ont pas fait la guerre d'Espagne. Ils sont arrivés très tard dans la guerre. Malgré cela, ils ont écouté, ils ont appris, ils ont lu les rapports. Et ils ont développé des véhicules. Ils ont abandonné leur bon vieux M2 pour basculer sur un char plus lourd parce qu'ils ont appris ce qui se passait en Europe. Les Italiens, eux, non seulement sont en Europe, vont participer, ont fait la guerre d'Éthiopie, vont faire la guerre d'Espagne. Ils vont capturer des T-26 et tout ça. Ils vont se faire casser la gueule en Espagne par des T-26. Et je ne comprends pas comment ils n'ont pas été capables. Je suspecte que les limitations de leur industrie vont faire qu'ils ne vont pas être capables de développer des chars plus modernes. Et c'est vrai que là, vous avez ces véhicules. Donc la série des L3, toute la série des L3, vous avez va faire la guerre d'Éthiopie. Ça va très très mal se passer. Le haut commandement italien, il n'est pas plus con que vous et moi, d'accord? Les mecs vont se rendre compte que leur char c'est de la merde en Éthiopie. Les petits L3, les CV33 et tout, toute cette série de véhicules sont beaucoup trop légers. Et ils vont demander aux industriels, faites-nous des chars plus gros, plus lourds, mais en gardant un cahier des charges montagnard, vous voyez? Et on va avoir, dès 1935, fin 1935, regardez, ça c'est l'ancêtre de notre véhicule de ce soir, le carro d'Assalto Modello 1936, 1936, mais là c'est pris fin 35, c'est le prototype. Regardez un peu l'engin. Écoutez, en 35, pourquoi pas? En 35, je pourrais vous montrer des trucs en 35. C'est pas si... oui, il y a Fiat et compagnie. En 35, pourquoi pas? C'est pas si dégueulasse que ça en 35. Hein. Et les Italiens, donc dès la guerre d'Éthiopie, vont se rendre compte, avant même la guerre d'Espagne, vont avoir conscience de leur... Donc là, c'est un espèce de L3 plus moderne avec une tourelle. C'est une tanquette avec un tourelle, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Hein. Mais, voilà. C'est... les Italiens vont très tôt essayer de moderniser... Regardez, ils vont aussi avoir... donc ils partent un peu dans toutes les directions avec un espèce de canon central, une pièce centrale avec tourelle et tout ça. Donc ça, c'est le carreau canonné Modello 1936. Donc vous aviez avant le char d'assaut, là vous aviez l'espèce de SPG. Et c'est vrai que ils testent des trucs. Absolument. À cette époque, ils testent énormément. Hop là. Et on va avoir... Regardez, ça c'est tous les véhicules d'époque d'avant-guerre. On retrouve les tankettes CV33. On retrouve les blindés qu'on vient de voir. Toute la série des carreaux canonnés et des carreaux d'assaut. On a aussi... Voilà. Donc les Italiens, jusqu'à 36, 37, les Italiens sont pas tant en retard que ça. Rappelez-vous qu'on a vu des véhicules, des abominations avec des doubles tourelles et tout ça, chez les Anglais, chez les Polonais. À l'époque, tout le monde expérimente, même chez les Américains. Rappelez-vous le M2 américain avec l'obusier en axial. On est à peu près dans cette génération de tests d'avant-guerre, 37, 38, 39. Et dites-vous que le haut commandement italien n'est toujours pas satisfait des tanks. Et le problème, c'est qu'on a, à partir de 38, 39, 40, 38, 39, on a en Europe une génération incroyable de véhicules qui arrivent. Et les Italiens vont continuer, sous la pression du haut commandement, à développer des véhicules. Voici le véhicule qui nous intéresse. Ça, c'est pris en octobre 39. Voici le prototype de ce qui deviendra le L640.
26 octobre 39, développé comme un char de montagne, de reconnaissance rapide, avec suffisamment de puissance de feu pour se défendre. On est en octobre 40. C'est déjà un énorme problème en octobre 40. D'ailleurs, après, hop, ils lui mettront un canon de 20 mm, parce que les premières versions, regardez, c'est lui là. D'ailleurs, ils l'ont testé avec du plus léger derrière, du CV33. Et là, vous l'avez. Dites-vous que c'est les premiers protos. On est en octobre 39. Déjà, c'est tardif. La double tourelle. Écoutez, un côté Panzer II. Oui, un côté Panzer II, mais il n'y a pas d'excuse pour les Italiens. Ils ont fait la guerre d'Espagne. Ils ont vu les T-26 en action. Je pourrais comprendre que certaines nations n'ont pas pu profiter de la guerre d'Espagne. Les Italiens ont vu de vue eux-mêmes. Ils ont pu goûter à ce qui sont probablement les meilleurs chars du monde à l'époque, les chars soviétiques, c'est cette génération de chars soviétiques. Et on est en octobre 39, les mecs. Genre, on n'est plus en 36, 37, 38. Et... alors, on va avoir forcément... on aura la version avec le canon de 20 mm. Donc là, c'est encore les balbutiements du proto. Donc voilà à quoi ressemblent d'ailleurs les munitions de 20 mm du canon. Hop là. Vous voyez là le chargeur sur le côté. Il est là. Voilà. D'ailleurs, là vous avez un petit proto qui a basculé pendant un essai, qui a brûlé d'ailleurs. Voilà le proto. Donc tout ça c'est pris en 39, 40. Quand ils testent avec la tourelle. Donc ils vont mettre une nouvelle tourelle. Le tout rifté toujours. Pour mettre le canon de 20 mm. D'ailleurs, ils ont des énormes problèmes de production. Rappelez-vous, l'industrie italienne a des problèmes simplement pour faire des gros véhicules. Le canon de 20 mm, là, ils n'arrivent pas à le mettre en série. Les chars sortent sans le canon et on met le canon après. Parce que ils n'arrivent pas, je crois que c'est Breda, ils n'arrivent pas à faire le canon en quantité suffisante. Et c'est qu'un petit canon de 20 mm. Donc là, vous avez le même proto après qui est récupéré. Il fait quand même 7 tonnes le véhicule, hein. Produire en masse, bien sûr, produire en masse, acier de mauvaise qualité. Le char là, il est entièrement rifté. Et comprenez qu'on est qu'en 40. Ils vont produire cette merde jusqu'à l'été 43. Vous vous rendez compte? Ils vont produire cette merde jusqu'à l'été 43. Et donc là, on est déjà en 40. Et regardez-moi ce petit machin. Là, vous avez les tout premiers véhicules de série en 40 qui sortent. Voilà à quoi ressemble le véhicule. Avec, on dirait vraiment une tanquette améliorée avec un canon, une grosse tourelle et un canon de 20. Ce n'est pas un char de bataille, c'est au mieux un petit véhicule léger de reconnaissance dans la profondeur. Et encore, il n'est pas si rapide que ça. Vous mettez... Les pauvres mecs! Tu sais combien ils sont dedans? Encore un autre problème, j'ai pas fini, hein. Tu sais combien ils sont dedans? 5 3 Ils sont 2 les mecs. Chauffeur. Tireur. Chef de char. Ils sont 2. La maladie française. La maladie française. Le tireur est aussi chef de char. Et il fait tout. Et donc voilà. Un des premiers prototypes assemblés frais de l'usine. Avec son canon de 20 mm. Voilà à quoi ressemble le véhicule. Tout en acier rifté. Extrêmement dangereux pour les équipages. Acier de mauvaise qualité, 2 membres d'équipage, une catastrophe à l'époque d'avoir 2 membres d'équipage, mais ça, non, on peut même pas leur pardonner. On n'est plus en 39, on est en 40, et il n'y a rien qui va dans ce véhicule. Il n'y a rien qui va dans ce véhicule, et c'est un énorme problème. Oh, il a son charme. Le camo est joli. J'en suis réduit à ça, les mecs. Le camo est joli. Faire ça en 40, c'est criminel. Je suis désolé. Faire ça, sortir ça en série au printemps 1940, c'est criminel. Pourquoi c'est criminel? Parce que on n'est pas en Argentine. Vous avez des pays voisins. Vous avez, je suis désolé, mais depuis 1939, vous avez les Tchèques avec les Allemands derrière qui ont repris les 38T tchèques et on a ça.
véhicule rapide d'exploitation dans la profondeur, canon de 37 mm, une petite merveille qui sera utilisée jusqu'en 45 avec certaines variantes. C'est un véhicule qui, même obsolète, restera un superbe véhicule extrêmement dangereux. Un superbe petit véhicule de combat. Et on est... Ça, c'est la génération d'avant. Vous comprenez? C'est la génération d'avant ce qu'on a là. Avant le L640. Et c'est pas tout. Mais on a aussi le 7TP polonais. Le 7TP polonais qui lui aussi a eu du mal à débuter avec ses doubles mitrailleuses. Pareil, 37 mm. Excellent véhicule. Petit véhicule d'assaut rapide. Excellent canon. Que les Allemands tueront à la tâche jusqu'en 1942. Et des superbes véhicules. Pire en Union soviétique. Depuis 1937 et encore avant, on a la série des BT-7. Le BT-7, sûrement un des meilleurs véhicules du monde, malgré ses défauts, avec son 45 mm. Même en 41-42, ce canon anti-char est encore extrêmement dangereux. Quelle est votre excuse pour faire un véhicule aussi merdique que le L640, avec un canon de 20? Le canon de 20 qui... Alors d'accord, pour taper du véhicule léger, c'est bien. Alors... On peut supposer que le haut commandement italien se serait dit qu'ils allaient l'utiliser qu'en montagne, peut-être. Qu'il allait vraiment... Comme je dis, la doctrine d'emploi était un véhicule sur terrain difficile, léger, rapide, en montagne. Ça servait à... Ils ont dit, ça sert à rien de lui mettre un trop gros canon. Pourquoi pas? Mais on a aussi un autre véhicule léger. Regardez, le Stuart. Le Stuart, c'est quasiment la même génération. Il va rentrer en service en même temps. Le Stuart canon de 37 mm... les Américains vont le tuer à la tâche jusqu'en 1945. On a encore des Stuart en Allemagne, dans les divisions blindées américaines, qui font la reconnaissance qui sont les yeux des divisions blindées américaines. Et c'est un très bon petit véhicule rapide, et il est de la même génération que le L640. Mais il est juste mieux, quoi. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment notre L640... Comment notre L640 arrive là en 1940. En 1940, 2 membres d'équipage, canon de 20 mm, obsolète, mais il est de la même génération qu'un T-34, que les premiers T-34. Et qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Obsolescence. Il est obsolète avant même de rentrer en service, et il n'est même pas efficace, vous avez le droit d'être obsolète. Si vous mettez un gros canon dessus, pourquoi pas? Mais il n'y a même pas de gros canon. Il fait rien, ce véhicule. C'est une cible et un cercueil roulant. Et ils sont que 2 à l'intérieur. J'ai rarement vu un véhicule si merdique. Je vais le dire, j'ai rarement vu un véhicule si merdique. Je peux trouver des qualités à un véhicule, parfois. Ils sont mal exploités, mal utilisés. Il est rapide au moins 40 km/h sur le papier, mais j'ai du mal à y croire. Ça, c'est en théorie. Il est rapide, mais pas tant que ça quand même. Et c'est vrai que... il va rentrer en service au printemps 41. Alors j'ai des très jolies photos, hein. On peut reprocher une chose aux tankistes italiens, mais ils ont la classe, hein. Regardez les petites vestes de cuir là, magnifique, hein. Voilà, a-t-il au moins une radio? Très très rare la radio. Tu verras souvent les véhicules italiens avec des radios à partir de 42 et encore. Et encore, c'était un luxe que les Italiens n'avaient pas forcément. Et ils ont des beaux uniformes aussi, hein. Voilà. Ils utilisent les mêmes pièces que l'autoblindage et les CV-33, ouais. Ouais, c'est bien pour la logistique, quoi. C'est bien, c'est mignon. Donc ouais, en tout cas, notre véhicule, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est mal conçu. Il est obsolète avant même de rentrer en service. Et malgré son obsolescence, il est efficace à rien du tout. Voilà. Et c'est un désastre pour les Italiens d'avoir ce véhicule. Donc là, regardez, c'est encore une version de test qui n'a pas reçu l'armement, qui n'a pas reçu son canon de 20, parce qu'ils n'arrivent pas à produire le canon de 20. Ils n'arrivent pas à produire le canon de 20 en série. Mais ce char est aussi très symptomatique de l'industrie des tanks italiens. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas capables de faire... C'est trop technique pour eux. Pourtant, ils feront de superbes avions et tout ça, les Italiens, mais avec un moteur allemand à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on voit déjà pointer au bout de son nez dès 40 les énormes faiblesses de l'industrie italienne en termes de production en série, mais aussi de qualité de certaines choses. Le moulage n'est pas là, on rivette à tour de bras, et le char n'est que la représentation du manque de qualité de l'industrie italienne. Alors après, on pourrait aller plus loin de pourquoi cette industrie a ses problèmes. Problèmes de métallurgie, absolument. Il y a un écho. Tu survivras, non? Ou alors peut-être que t'as le stream en double.
Donc ouais, c'est... Il est terrible ce véhicule. Il est terrible. Et malheureusement, les Italiens vont aller au combat avec ça. Rappelez-vous qu'il n'avait pas vocation à être utilisé dans le désert, dans des espaces ouverts. C'était un petit véhicule léger de reconnaissance qui était là pour aller en montagne, ouvrir les routes de col, aller chercher l'info sur où est l'ennemi en montagne. Il n'avait pas vocation à aller faire des charges de cavalerie glorieuses en Afrique. Pourtant, les Italiens vont... regardez ça, c'est à l'entraînement. Fin 41, sûrement avant d'aller en Afrique. Hop là. Ah, c'est un petit véhicule, hein. Vous savez qu'il est plus proche d'un Renault FT. Il est plus proche d'un Renault FT que d'un Panzer III. Voilà. Hein. Effectivement, c'est le stream en double. Je sais. Tu sais, s'il y a que toi qui te plains d'un problème dans le chat, c'est que le problème, c'est sûrement toi. Hop là. Donc ouais, ils vont envoyer ça en Afrique, les mecs. Dites-vous que c'est... Rappelez-vous, c'est un char tardif. Aussi dingue que ça en a l'air. Alors, les photos sont incroyables sur les porte-chars. Est-ce que c'est pas un Panzer III derrière? C'est pas un P3, ça? Ça ressemble à un P3. Hop là. Oh, j'ai même pas eu l'alerte. Rifté à l'ancienne. Merci Didier, tu régales. Rifté à l'ancienne, le riftage. Alors, pour ceux qui comprennent pas le problème du riftage, comme je dis, des fois, je dis des trucs, j'oublie que... je vais vous remettre une petite photo. Ok, vous voyez là, les rivets 38T, non. Je pense pas. Vous voyez les rivets? Quand ça tape. Les rivets, il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Si le choc est assez violent, les rivets peuvent péter vers vous. Faire simple, vous allez avoir non-pénétration du blindage, mais le choc va être suffisamment fort pour que vous vous preniez les rivets dans la gueule. Vous voyez? Les rivets sont extrêmement dangereux. C'est pour ça que très très tôt, on va essayer le plus vite possible de passer sur des blindages moulés pour enlever les rivets. Le problème de faire du moulage, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est un savoir-faire industriel que peu ont. Les Français sont sûrement les meilleurs du monde en 39-40 autour du moulage. Tout ce petit monde va apprendre très vite. Mais on va essayer d'éliminer le riftage au profit du moulage, du soudage et tout ça. Parce que c'est trop dangereux. Tout simplement. Merci Didier. Alors, on va les envoyer en Afrique. On va les envoyer en Afrique. Vous pouvez vous en douter, c'est une catastrophe. Il va avoir son baptême du feu au printemps 1942. Au printemps 42. Vous vous rendez compte? Il va aller faire toute la bataille de Tobruk et de El Alamein. Les Italiens vont l'utiliser comme un MBT, comme un char de bataille. Ils vont envoyer les équipages italiens mourir là-dedans. On est à l'été 42. Tu veux quoi? Tu veux que je mute la NES? Tu veux que je mute la NES bien moulée comme François? Et François répond en mute-le. Ah bah la NES, tu l'as mérité, hein. Je suis désolé, hein, mais tu l'as mérité. Hein. Allez hop, prends tes 10 minutes. Vous savez ce qu'il y a en face au printemps 42? Vous savez ce qu'il y a en face de cette merde? Il y a des Matilda 2, il y a des Crusaders, des Cruz, il y a des Lee et des Grant, et à El Alamein, il y aura les premiers Sherman. Vous avez là un des chars de bataille italiens. Ils vont... Je vois souvent les gens... Encore, ça va mieux aujourd'hui. Mais souvent, les gens sont très critiques avec le soldat italien. Le soldat italien est lâche et tout. Je peux vous dire qu'il fallait une bonne dose de couilles et de bravoure pour monter à l'assaut avec cette merde de trucs là. Avec cette boîte de conserve. Surtout quand vous savez ce qu'il y a en face. Et le soldat italien était extrêmement brave. Mais encore, fallait-il lui donner du matériel adéquat. On les a envoyés à l'abattoir à El Alamein avec ces merdes de véhicules. Quel... terrible, hein. Regardez, les porte-chars dans le désert. Avec la Kugelwagen à côté. C'est beau, hein. Donc ouais, ils vont les envoyer au carton. Ils vont aller envoyer... Et on est à l'été 42. Vous vous rendez compte? Ils ont envoyé des hommes là-dedans. C'est du suicide. Comprenez que les Allemands, pendant Barbarossa, ont fait des dingueries à envoyer des 38T et tout ça. Des 38T et compagnie.
face à des T-34, des BT-7, mais les Allemands avaient une supériorité tactique autour de la mobilité et de l'emploi des radios, qui faisait que même avec du matériel obsolète, ils étaient capables de faire des miracles. Et il y avait du 37 mm, il n'y a rien de tout ça là. C'est du 2 membres d'équipage, un canon de 20 mm pourri, et aucune supériorité tactico-opérationnelle. C'est du suicide d'envoyer des gens là-dedans. Et ils l'ont fait. Allez voir un peu les résumés de la bataille d'El Alamein, il y a des unités italiennes qui disparaissent au feu. Parce qu'on les envoie au carton là-dedans. Et c'est du suicide. C'est du pur... Surtout que le successeur, il est là. Regardez, ça c'est le M1340, dont on a déjà parlé, il me semble. On l'a fait, le M1340. Donc il arrive un peu après. Mais lui a déjà un plus gros canon. Il a un canon de 47 mm. Et déjà, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'est encore léger. Mais déjà, il y a un plus gros canon. Il y a un plus gros canon. Et c'est vrai que les Italiens sont incapables de les produire en grande quantité, ces véhicules. Donc, et regardez le blindage. Le blindage rifté de partout. Les Italiens n'ont pas l'industrie pour faire mieux que ça. Et allez voir les derniers modèles de tanks italiens, le M26 et compagnie, je crois, ou le M40, je me rappelle plus, le M26-40 ou le M26-43-44, l'espèce de panthère italien, il est aussi rifté. Parce que, bah, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils savent rien faire d'autre. Ils sont limités par leur industrie. Je l'ai pas fait? Ok. Donc en tout cas, voilà un petit peu ce véhicule qui avait vocation à être le successeur de notre L6. Mais comme les Italiens n'en auront jamais assez, ils garderont les L6 en service. Et ils iront au combat avec le L6, tout comme avec le M13. Pas assez de véhicules, bah il vaut mieux avoir un mauvais tank qu'être avec le point. Quoique, avec le L6, t'as peut-être plus de chances de survivre avec le point. Et ouais, donc on a des photos des L6 en Afrique. Rappelez-vous, c'est un véhicule de reconnaissance de montagne rapide. Qu'est-ce qu'il fout dans le désert? Qu'est-ce qu'il fout dans un terrain aussi ouvert? Il a été peut-être designé pour une doctrine, mais les Italiens, d'un coup, n'en ont plus rien eu à foutre de leur doctrine, et on a envoyé ça au carton dans le désert. Catastrophique. Regardez, ils sont curieux, hein, ça, c'est abandonné à El Alamein. Vous noterez qu'il y a au moins les radios et tout ça. Donc là, les Australiens, ils rigolent, hein. Voilà, ils obéissaient, bien sûr. Bien sûr qu'ils obéissaient. T'as pas le choix, t'obéis, on t'envoie, t'attaques, hein. Donc ouais, matez-moi un peu ça. Bon, 2 membres d'équipage. Donc là, vous avez les 2 Australiens. Ça serait l'équivalent de l'équipage. Catastrophique aussi, hein. Il y a une radio, les mecs. Qui opère la radio? Vous savez, dans certains chars, dans les chars modernes, vous allez juste avoir un radio. À l'époque, généralement, on a 5 membres d'équipage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans tous les véhicules, 5 membres d'équipage. Et vous avez un mec, vous avez un radio qui fait peut-être office de mitrailleur. Mais là, c'est le pilote. Eh ouais, pilote, ils sont que 2. Vous vous rendez compte du nombre de tâches? Hein? Vous vous rendez compte du nombre de tâches pour le chef de char, qui doit en même temps diriger son canon de vin, diriger son chauffeur, et il a peut-être d'autres véhicules à commander. La maladie française du manque de personnel en tourelle. Et les Italiens vont faire la même erreur que les Français. Sauf que là, on est en 1942. On n'est plus en mai 40, on est en 42 face à des Sherman, face à des Lee, des Grant, des Crusaders, et face à des Anglais qui commencent à savoir se battre et à avoir du mordant. Et on envoie les Italiens, les pauvres soldats italiens avec cette affreuse boîte de conserve. Voilà. Terrible. Bon, vous pouvez vous en douter, ça va mal se passer pour eux, hein. Ils vont se faire casser la gueule, hein. Mais... on pourrait... Vous savez que c'est pas fini, il y a pire. On les a envoyés en URSS. Pour ceux qui savent pas, les Italiens ont lourdement contribué au plan bleu, en direction du Caucase. Ils étaient sur le front de Stalingrad, ils ont tenu toute la ligne du Don au nord de Stalingrad, et ils ont envoyé en URSS aussi les L6-40. Ils les ont envoyés en 42, et on les a envoyés en hiver, sur le front du Don, où ils sont tombés sur les soviétiques pendant l'opération Petite Saturne et tout ça, toutes les contre-attaques soviétiques Quand on commence à parler de décembre 42, janvier, février 43.
Ce char est encore là. Il y a du T-34-76 en face, les mecs. Hein. Et on a nos espèces de petits machins. Et vous avez, regardez, vous savez que même le plus simple fusil anti-char soviétique défonçait ça. Les soviétiques, ils devaient bien rigoler en regardant, en arrivant là-dessus. Hein. Mais c'est quoi cette merde là? Vous vous rendez compte, les soviétiques avec des BT-5 et des BT-7 depuis 1935, des T-26? Ils devaient halluciner de voir cette espèce de tas de merde là. Voilà. Hein. Donc ouais, les Italiens... Alors, les Italiens, pour leur défense, très souvent, ils sont morts sur place, d'accord? Les Allemands leur ont donné aucun équipement anti-char. Les Allemands sont aussi à blâmer. D'ailleurs, les Allemands ont blâmé les Italiens. Les Italiens ont fait de leur mieux avec le peu d'équipement qu'ils avaient. Zéro équipement anti-char. Les Allemands auraient pu leur filer quelques packs, ce qu'ils n'ont pas fait. Et les Allemands sont totalement responsables d'avoir refourgué ce front de merde aux Italiens sans leur filer un petit coup de patte. Mais vous avez des photos des L640. Regardez, ça c'est pris à Stalingrad, les mecs. Là, on est à la sortie de Stalingrad. Vous noterez qu'il y a un autre véhicule dont on va parler. Il y a un 4732 à droite. Un Semovente L40 4732. Le mince appendice de Monsieur Iriki, c'est probablement déjà gorgé de sang. Croyez-moi, il doit être mince son appendice. Donc regardez, là, on a deux L640 à Stalingrad. Abandonnés dans la neige. Mais ils sont là. Ils ont fait du chemin, hein. Ils ont fait du chemin. Et terrible, terrible. Donc ces véhicules ont été abandonnés, simplement manque d'essence, probablement manque d'essence, pièces détachées, peut-être même que ça fonctionnait même plus, hein, allez savoir. Hein. Fournir les plans de Panzer à leurs alliés. À quoi ça sert de fournir des plans de Panzer s'ils sont pas capables de les construire? Hein. Ils ont filé par exemple les Italiens, quand ils ont reçu les DB, les Daimler-Benz allemands, ont été capables de faire une superbe génération d'avions. Mais l'industrie italienne n'était pas capable de produire des Panzer. Ils n'étaient pas capables, tout simplement. Ils n'auraient pas pu produire de P4 et compagnie. Donc non, les Italiens ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs extrêmes limitations industrielles. Et le résultat, bah, c'est ces espèces de merde, là. Tout simplement. Donc ouais, on a les... regardez, à Stalingrad, il y en a même un qui s'est fait retourner. Vous savez, un T-34, un T-34, il le pousse un peu, il le dégage comme ça. Hein. Donc là, retourner à Stalingrad. Voilà. Terrible. Donc là, on est en 43. On est sûrement en février 43 peut-être. Mais vous vous rendez compte de l'obsolescence de ce véhicule en février 43 quand on sait ce qu'il y a? Vous savez, il y a déjà des tigres. On est à quelques mois de Koursk. Il y aura des panthères, des tigres, des panthères. Un vrai safari, Koursk. Et on a des Italiens en L640 avec 2 membres d'équipage et leur petit canon de vin. Face à de l'infanterie bien entraînée, ah oui. Oh oui, de l'infanterie même entraînée avec une mitrailleuse. Qu'importe. C'est un véhicule qui ne résiste. Il n'est pas fait pour une ligne de front. On va reparler un petit peu de rôle secondaire, ou peut-être là il était mieux adapté. Mais il n'est pas fait pour aller sur une ligne de front des 41. N'importe quel mec pas trop con, de l'infanterie un peu entraîné, se débarrasse de ça. Même une doucette, vous savez qu'une doucette, ça dégage ça easy busy. Hein. Regardez ça. Ça a été mis hors de combat sur la boucle du Don. Donc c'est les contre-attaques qu'on a eues sur le Don en septembre 42. Alors la légende me dit que c'est la 38e Guard Rifle Regiment de la 14e Guard Rifle Division qui ont capturé des L640 italiens. Et regardez, ah bah, ça doit leur faire drôle de voir des véhicules aussi merdiques, hein. Parce que... oh la vache. Donc ouais, c'est... Donc dès septembre 40, les Italiens... les pauvres Italiens. Croyez-moi, les équipages, ils allaient au carton là-dedans. Hein. Alors, il y a une mitrailleuse coaxiale, hein, quand même. Hein. Il y a une mitrailleuse dessus. Mais c'est de la merde, quoi. Voilà. Les P26 arrivent très tardivement, mais les P26 sont aussi en riftage et tout ça. Les P26 sont une tentative italienne de faire leur première vraie tentative de faire un char un peu moderne, on va dire ça, comme ça. Donc ouais, dites-vous que partout où ils vont aller, ça va être une catastrophe. Parce qu'on les envoie dans des endroits où ils ont rien à foutre. Ils ont été pensés pour vraiment de la doctrine de montagne, des petits chars de reconnaissance rapide. On fait quoi? On les envoie en Afrique, sur du terrain plat, on les envoie dans les steppes russes près de Stalingrad, où justement, il y a une terrible course entre l'épée bouclier, où les chars arrivent et ils tombent face à des monstres.
Ils tombent face à des monstres, à des T-34-76, ou alors du Matilda 2, du Sherman. Vous vous rendez compte, ça a affronté des Sherman, ces machins. Pff, terrible. Et dites-vous qu'on va continuer à les voir. Rappelez-vous que les Italiens ne produisent pas beaucoup de tanks. Donc ils gardent tout en service. Et on va... regardez, ça c'est pris à Nice. C'est pris à Nice au printemps 43. Ça vient faire la police pour mater la racaille niçoise. Regardez le corps blindé. C'est par balle cet engin. Ça dépend de la taille de la balle. Ça dépend de la taille de la balle. Si ton calibre fait 12,7, ah ça va passer à travers. Hein. Regardez la promenade des Anglais. Ah ça roule plus en camion là, ça roule en tank. Hein. Donc là vous avez de l'italien à Nice, au printemps 43, qui viennent mater la racaille niçoise avec du L640. Voilà. Donc rappelez-vous que ce véhicule est plus proche de la Première Guerre mondiale et d'un FT-17, d'un Renault FT, que qu'un 7TP ou un 38T. Un 38T est déjà un véhicule moderne en termes de pensée, de comment les Allemands l'ont utilisé. Ce pauvre machin là, c'est terrible, hein. Terrible, hein. Et ils ne vont jamais cesser de les utiliser. On va les retrouver en Italie, en Sicile. On va les envoyer dans les Balkans. Étonnamment, le seul bon point que je vais lui donner, c'est qu'il est parfait pour faire la police contre les partisans. Dès qu'il n'y a plus d'équipement lourd, qu'il n'y a pas une vraie armée ennemie en face, mais des unités légères, bah pourquoi pas. Et ça marche plutôt bien dans les zones calmes, sur terrain difficile comme la Yougoslavie. La Yougoslavie va s'avérer être un très très bon véhicule pour... pardon, le L6 va être un parfait véhicule pour la Yougoslavie. Voilà. Ils ont quoi comme équivalent au remplacement? Wow. Je sais pas si les Soviets se moquaient de L6. Ils devaient probablement le comparer à leur T-60. Pourtant, le T-60 est un bien meilleur véhicule. La vache. Le T-60 est un super petit véhicule de reconnaissance rapide. Bien meilleur, même en termes de design, que le L6. Pour le coup. Ouais, ils ont quoi comme équivalent au remplacement avant, mais ils ont rien, justement. C'est le problème. C'est que les Italiens ne seront pas capables... Alors, ils ont l'autre véhicule que j'ai montré avant. Ils ont le M13. Ils ont le M13 qui arrive, qui est censé être son successeur, mais ils seront jamais capables de le produire en grande quantité. Et lui aussi est déjà obsolète. Même lui, quand il arrive, est déjà obsolète. Et bah, ils vont les utiliser parce qu'il n'y a rien d'autre. Et ils vont les utiliser jusqu'au bout. Là, j'ai des photos. Ça, dites-vous que c'est pris en septembre 43. Hein, c'est pris en septembre 43. C'est pris au moment de l'armistice. Regardez, ça c'est pris en 42, en Yougoslavie, en Croatie plus exactement. Ah bah là on n'est plus en Union soviétique. Vaut mieux être en Croatie qu'à Stalingrad, les mecs, hein, en 42. Hein. Soyons clairs, hein. Voilà. Ça vaut même pas un R35. Je prends le R35. Mater un petit peu le machin, quoi. Et bah dans les Balkans, je vais lui donner ça dans les Balkans. Dans la lutte anti-partisane, c'est un bon petit véhicule. Comme n'importe quoi. Même un Renault FT dans les Balkans, ça fait le boulot. Là, il y a une petite mitrailleuse. Comme je dis, il a été designé pour la Yougoslavie et pour opérer sur des routes à logistique un peu merdiques. Regardez, ça, c'est pris en Albanie. C'est pris à Tirana avec le POP. Matez les équipages. Superbe photo. Tous les véhicules à la parade, 2 membres d'équipage. C'est la revue, vous avez le commandant d'unité et vous avez le POP en train de bénir les tanks. Ah. Et on est en 43. On est en 43, hein. Magnifique. Très très belle photo. Hein. Donc ouais, on est en 1943 et vous avez toutes ces unités opérationnelles parce que les Italiens ont rien d'autre. Donc on donne à l'armée italienne ce qu'on a dans les tiroirs, quoi. Voilà. Et c'est pas fini. Rappelez-vous, il va y avoir l'invasion de la Sicile. Il va y avoir l'armistice. Les Italiens vont être coupés en deux. La Badoglio qui va rejoindre les Alliés. Tout le nord va rester allemande. Et les Allemands vont se jeter comme des clodos, comme des morts à la faim,
sur tout ce que les Italiens ont. Les Allemands vont récupérer près de 100 L6, 40. Je le répéterai toujours, les Allemands sont les plus gros clodos. Les plus gros clodos de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne jettent rien, et il s'avère qu'un tank, c'est un tank. Les Allemands vont récupérer plus d'une centaine de véhicules. Pire, ils vont récupérer les usines Fiat, et ils vont être capables d'eux-mêmes de construire 17 véhicules. Donc après septembre 43, les chaînes de montage, si on peut appeler ça des chaînes de montage, tournent encore. Et les Allemands vont être capables de produire eux-mêmes des véhicules. Dingue. Hein, on est en septembre 43. Hein. Et les dernières productions, le dernier char serait sorti de l'usine, aurait été assemblé en novembre 43. Vous vous rendez compte? En novembre 43, on sort encore cette abomination. Et ils vont aller faire la police en Yougoslavie. Donc les Allemands, vous pouvez vous en douter, vont pas envoyer ça sur le front russe, les mecs, d'accord? Mais les Allemands ont compris l'intérêt de ce type de petits véhicules pour aller faire la police en Yougoslavie, tout simplement. Et on sait que tous les vieux... Ils jettent rien, les Allemands. Comme vous dites, c'est pas un mauvais véhicule pour aller faire la police. Il est fait pour opérer sur ce genre de théâtre d'opération un peu difficile. Et son canon de vin et la mitrailleuse, tu les respectes si t'as pas de matos assez anti-char. C'est gaspiller de l'essence. Écoute, les Allemands, c'est les Allemands. Voilà, faut pas trop chercher à réfléchir, mais ils ne jetaient jamais un char. Parce que il manquait aussi de véhicules, tout simplement. D'ailleurs, il y a certains de ces véhicules qui vont être capturés par les Yougoslaves. Regardez ça, c'est en octobre 43. C'est la première brigade prolétaire. C'est un L6 capturé par les Yougoslaves de la première brigade prolétaire. Le nom m'a fait marrer. Il y a un côté cauchemar bolchevique, là. Ma tachycardie qui repart. La première brigade prolétaire, commandée par Louis Boyard. Pardon. Voilà, donc dites-vous que ces véhicules ont continué à être utilisés, d'accord? Parce que c'est un tank. Et un tank, c'est mieux que rien. Voilà. Donc les partisans yougoslaves ont récupéré des véhicules qu'ils ont eux-mêmes réutilisés, tout simplement. Alors vous pouvez vous en douter, avec la fin de la guerre, ce véhicule, on va le voir après la guerre. Attendez, j'ai des photos incroyables. Mais il a eu des variantes extrêmement intéressantes. Il y a eu des variantes lance-flamme. Regardez, vous voyez le projecteur à la place du canon? Donc ils en ont fait une variante d'accompagnement lance-flamme. Lancia Flamme. Voilà. Donc là, on a une variante lance-flamme. Je sais pas combien d'exemplaires elle a été produite. Hein. Mais il y a eu des tentatives italiennes de monter du lance-flamme sur ce véhicule. Et surtout, on va parler d'un bon véhicule maintenant. Puisque lui était nul à chier. Donc vous savez, quand vous avez un véhicule nul à chier, mais que le châssis est potentiellement pas si mal que ça, bah vous faites quoi? Vous dégagez toute la merde qu'il y a au-dessus, et vous hyper spécialisez votre véhicule. Les Italiens, dans un éclair de génie, vont se dire, on va faire la même chose, on va faire la même chose avec le L6. On va dégager toute la merde au-dessus qui est obsolète, et on va essayer de faire un truc qui fonctionne. Voici le Semovente L40 d'A4732, petit canon de 47 mm anti-char, et voici la bête. Lui, c'est le même châssis, ils vont en faire autant que son original, et ils vont, ça va être, vous savez quoi, c'est un bon véhicule. C'est un très bon petit véhicule d'embuscade, canon d'assaut, facile à planquer, très bas et petit mais vicieux, absolument. Donc vous avez là une adaptation intéressante, là où le L640 est un très très mauvais véhicule, le DA4732, lui, au contraire, est une excellente adaptation où on transforme un mauvais véhicule on en fait un véhicule anti-char spécialisé, voire peut-être aussi, c'est un espèce de Stug, hein. C'est simplement un Stug italien, même si ils ont des meilleurs canons d'assaut que ça, mais c'est une très très bonne adaptation, et la variante est bien meilleure que l'original. Donc là vous avez un superbe DA4732, ils les utiliseront entre autres en Italie, en Sicile, puis après en Italie. Superbe photo en Sicile, regardez. Propre, hein. Donc, je vous cache pas que ça, bien planqué, assez près, c'est dangereux.
Même si, on va pas se le cacher, ça commence... ça s'arrête au T-34 et au Sherman. Et encore de flanc et de près, hein, parce que... c'est... Ça tire la gueule en 43-44, hein. Mais c'est mieux qu'un L640 qui servait à rien. Littéralement, le L640 ne servait à rien. Ça, c'est un bon petit véhicule d'embuscade. C'est un bon petit véhicule d'embuscade, et c'est mieux. Voilà. Donc là, vous avez une preuve qu'un châssis obsolète, d'un véhicule obsolète... Il y a un autre exemple qu'on connaît. Je vous avais montré le 38T. Mais le 38T, on les a transformés en quoi, les 38T? Quand ils étaient devenus obsolètes, on en a fait quoi, des 38T? On a fait quasiment... les Allemands ont fait quasiment la même chose. Le Hetzer, absolument. Le Hetzer, des Wesp, mais oui. On en a fait des pièces d'artillerie, on en a fait des chasseurs de chars, des Hetzer. Parce que on ne jette rien, et un bon châssis, c'est un bon châssis. Et il s'avère que le châssis du L640 n'est pas si mauvais que ça. C'est une petite qualité qu'il a. Donc là, ils en ont fait. Le Semovente L40DA 4732, qui n'est pas si mauvais que ça. Voilà. C'est un bon compromis. Hop là, regardez-le là. Tac. Avec son canon de 47 mm. C'est une superbe petite adaptation d'un mauvais véhicule. Voilà. Donc ouais, la variante anti-char est bien meilleure que l'original. Voilà. Une autre variante. Vous vous rappelez, vous savez que j'ai déjà parlé de ce véhicule. Il y a très longtemps, dans un War Tanks, j'avais parlé du superbe et monstrueux M41 DA90-53. Le gros canon italien monté sur châssis pour faire de la chasse. On avait parlé de ce véhicule, de certaines de ses qualités, mais aussi de ses défauts et de ses vulnérabilités. Et un des problèmes de ce véhicule, c'était... Oh Didier! Le pire des clodos contre la première brigade prolétaire. Écoute, quand j'ai vu le titre de la première brigade prolétaire, je n'ai pu que rire. D'accord? La première brigade prolétaire. Ça fait très bolchevique quand même, hein, on va pas se le cacher. Hein. Voilà. Par contre, 30 000, même les 30 000 destroyers... Mais bien sûr. Ah oui, non, mais le blindage est horrible. Hein. Donc vous avez ce joli véhicule, que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement vulnérable. Et il s'avère qu'il a un problème de munitions. Vous voyez, c'est du 90 mm. Et ils ne peuvent pas embarquer beaucoup d'obus avec eux. Ils peuvent embarquer... Quelqu'un se rappelle de combien... Parce que je me rappelle plus. De combien le 90-53 il embarque d'obus. Mais il doit embarquer même pas 10 obus, je pense, le 90-53. Même pas 10 obus. C'est peu, 10 obus. Comparé à un Tigre 2 qui embarque 70 obus, c'est peu. Donc, c'est 8. Voilà. Moins de 10. C'était logique. Donc, un des problèmes, c'est les obus. Et l'approvisionnement en obus de cette machine. Donc, peut-être 8 et 1 en chambre. 9. Voilà. Et donc moins de 10, c'est très peu. Donc ils vont faire quoi? Ils vont récupérer le châssis des L640, qui sont totalement obsolètes, mais le châssis est pas mauvais, et ils vont transformer le L640, regardez, donc c'est notre châssis de L640, vous voyez les portes munitions de 90 mm sur les côtés, et ils vont le transformer. Mais figure-toi que le Hummel avait ses portes munitions. L'artillerie portée, généralement, a ses porte-munitions qui lui sont dédicacées. Et ben là, les Italiens vont faire la même chose. Ils vont récupérer des châssis de L640 et ils vont le transformer en... Ah bah, la poudrière ambulante. Écoute, faut pas prendre un tir de contre-batterie. Hein. Faut pas prendre un tir de contre-batterie sur la mouille, sinon ça pique. Donc voilà, une nouvelle variante où on s'est adapté et on a transformé le L640 simplement en porte-munitions des Semovente DA90-53 avec la remorque et tout ça. Je trouve ça génial. Voilà. Donc ouais, on va pas se cacher, c'est pas un véhicule d'avenir. Hein. Hein, le L640, c'est pas un véhicule d'avenir. On en fait quoi de ce machin après-guerre? Donc tout ça va disparaître. Mais pourtant, dites-vous qu'après-guerre, les Italiens sont toujours à la dèche. Et... ça, c'est pris en 1946. Regardez la plaque d'immatriculation. Regardez la plaque d'immatriculation de notre L640.
Jusqu'en 1952, la police italienne va... Pour mater la racaille italienne, à l'époque, la police italienne va récupérer des L642, des L640, avec possiblement des vétérans et tout ça, qu'ils ont. Et ils vont, jusqu'en 1952, utiliser des L640 dans la police. La police italienne, jusqu'en 52, a des tanks. Pas mal, hein? Donc j'ai des photos incroyables des tanks italiens. Ça, c'est pris à Milan, en 47. Regardez, les policiers italiens qui prennent la pause. Qui prennent la pause dans les rues de Milan. On est en novembre 47. Vous vous rendez compte, en novembre 47, le véhicule maintenant a 17 ans. Non, pardon, même il a que 7 ans. Oh bordel, il a que 7 ans. Non mais, il est nul à chier. Il a 7 ans. Il a que 7 ans, mais regardez-le. Non mais, face à du gréviste coco un peu hargneux, ça refait des bites, ça. En 47, on a des patons. Et si on parlait des IS-3 en 45? Hein? On parle des IS-3? Ça sent la guerre civile grecque. Alors, tactiquement, c'est en Italie. Hein. On dirait qu'il a... on dirait que c'est un char des années 20. On dirait que c'est une tanquette du début des années 30. Et regardez, ça, c'est la même photo. Est-ce que vous avez à gauche, là? Donc, vous voyez la même photo? Ça, c'est un Flak 36, les mecs. C'est totalement un Flak 36. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un Flak 36 dans la rue en novembre 47? La question est légitime. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un Flak 36 dans les rues de Milan en 47? Je me pose la question. On pourrait ressortir ça hein, à Paris, hein. Pour tirer sur les émeutiers, Flak 37, je peux vous dire que ça marcherait bien, hein. Même un L6, hein, ça marcherait bien, hein. Faudrait demander à Monsieur Nunez, hein, la mitraille pour la racaille, hein. À l'époque, fallait pas les faire chier, hein. Donc ouais, incroyable, hein, de voir qu'il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas comment, parce que c'est vraiment de la merde, mais en fait, il survit parce qu'il est simple. Là, vous pourriez pas mettre un Sherman dans les mains de la police. On est d'accord? Vous pourriez pas mettre un Sherman. Mais cette espèce de petite merde là, c'est une toute petite tanquette avec 2 membres d'équipage. C'est pas compliqué à utiliser. Il y avait sûrement des pièces détachées. En plus, regardez, on est à Milan. On n'est pas loin des usines, des anciennes usines Fiat qui sont à Torino, je crois. Et bah, c'est pas dur de les faire tourner encore. Tout simplement. C'est des petits machins, quoi. Donc ouais, les flics vont les garder jusqu'au début des années 50, tout simplement. Et après ça, le véhicule va disparaître. Et aujourd'hui, il en reste plus que 3. Il en reste plus que 3 dans les musées, il y en a 2 en Italie, et il y en a un à Kubinka. Regardez, les Russes, ils en ont capturé un à Stalingrad. Il y a une probabilité que peut-être le véhicule qu'on voit là pourrait être un des véhicules qu'on a en photo. Pour être un de ces véhicules-là. Sans aucun doute. Vous vous rendez compte? Donc ouais, les Russes, comme d'habitude, voilà. Ils ont enlevé pour une Breda? Ah ouais? Ils ont enlevé le 20 mm pour de la batteuse? Sur l'après-guerre? Ça, c'est la deuxième. Ah ouais! Ils ont enlevé le 20 mm! Regardez! Ils ont remis juste une batteuse. Bah ouais, 20 mm, ça fait un peu gros quand même. Hein? Comparé au BMP, ouais, mais non, mais les mecs, voilà. Donc ouais, joli véhicule. Très joli véhicule. Le coup d'œil du mat, absolument. Donc ils ont en effet enlevé les canons de 20 mm. Et ils ont juste gardé la mitrailleuse coaxiale. On voit le trou du canon de 20 mm. Donc ouais, magnifique. Magnifique, mais totalement obsolète. Et... ouais, c'est rare qu'on ait des mauvais chars dans War Tanks. Mais c'est un mauvais char. C'est un mauvais char qui ne... Ce véhicule n'aurait pas dû être là en 1940. Par rapport à ce qu'il y a ailleurs en Europe, vous voyez. Il y a des... Le 38T, le 7TP sont des chars
Le BT7, BT5, BT7 sont des chars plus anciens que lui. Bien plus anciens. Et ses contemporains, c'est des Stuart, c'est des Lee et Grant. Voire des Sherman. À la limite en aéroporté, même pas. Même pas en aéroporté. C'est un mauvais véhicule. Et on a envoyé beaucoup de gens mourir avec ça. C'est quoi le... Pour toi, c'est le pire char de son année ou il y a pire chez d'autres? Vous avez vu le sub-goal là? En potassant un peu, en potassant la liste, je me suis rendu compte que des petits rigolos avaient quand même mis des gros chars de merde dans ma liste. Hein? Vous m'avez demandé des chars de merde qui sont jamais allés au combat, qui n'ont pas dépassé le stade du prototype, et je suis tombé sur plus d'un. Bah le Bob Sample, hein, le Matilda 1, je l'ai traité, figure-toi. Le Matilda 1 est allé au combat. Le Matilda 1, il est allé au combat. Et donc, quand j'ai traité du Matilda 2, j'avais fait le Matilda 1 aussi. Le Matilda 1 est un char de merde, mais il est allé au combat. Là, je parle de véhicules qui sont même pas allés au combat. Et vous savez quoi? Dans la liste, j'en ai un qui va pas plaire à certains. Et ce char, c'est le ARL 44. Le ARL 44, je vais le traiter là-dedans. Hein, les pires de la liste. Ce véhicule n'a jamais fait le coup de feu. C'est une abomination. Ah, certains, les cocoricots, là, l'ARL 44. Les mecs, il y a des IS-3 en face, hein. Et des Koenigsteiger. Voilà. Donc, ouais, on fera prochainement une liste. Et j'essaierai de faire un War Tanks spécial de tous les véhicules de merde qu'il y a dans la liste. Ça me permettra de purger les abominations que certains se sont permis de demander alors que bah, ça correspondait pas du tout à ce que je veux. Voilà. Mais ça reste quand même un peu rigolo. Voilà. Oublie pas mes photos. Oh, mais tu me fais chier avec tes photos. Tu vois pas que je suis busy, là? Oh, oh, non, mais je vais pas aller chercher tout ça, là. Tu m'envoies... En plus, tes liens de photos... The content is no longer available. Voilà. Tes liens, ils fonctionnent même pas. Oh, non, mais la gueule des photos, c'est horrible, en plus. T'es très gentil, monsieur Ricky. Mais tu fais chier. Voilà. C'est de la merde, tes photos. Et tu me les as spammées comme un animal. Oui, c'est... Ah oui, c'est un très joli... C'est où? C'est en Sicile? Il m'a envoyé une... Attendez. Celle-là est jolie. Celle-là est jolie. Je vais la lui mettre pour lui faire plaisir. Comme ça, il va arrêter de me casser les couilles. Et de me spam. Hop. Voilà. Attendez, regardez. Celle-là est jolie. C'est où que t'as pris ça? C'est pas le puzzle. Non, ça va, monsieur Ricky, j'ai confiance. En Corse du Sud? Ah ouais, regardez. En Corse du Sud. Il est beau, hein? Voilà les photos de vacances de monsieur Ricky. Il m'a envoyé d'autres photos de sa copine, mais ça, c'est encore une autre histoire. Il est joli, hein? Donc voilà le fameux... la fameuse variante qui est le 4732. Récupéré en 43. Pff, classe. Très très beau véhicule. Donc ouais, vous avez vu que la variante a un aspect de Stug, bien avant l'heure. Donc le tank original est un très mauvais tank. Mais même, vous pouvez transformer un très mauvais tank en le spécialisant à fond. Vous pouvez le transformer en tracteur, en véhicule de commandement, en pièces d'artillerie. Comme on a vu le 38T être transformé en West pour un Hetzer. Bah vous avez la même chose. Ils ont transformé, utilisé comme bulldozer. Et bien sûr, comme si c'est rare de trouver des mauvais véhicules. Et bah là, ouais, vous pouvez transformer un mauvais véhicule en véhicule utile au moins. Voilà. Donc là, il est beau le 4732. Très très beau joujou. Ok. Donc voilà pour ce petit char. Le L640. Je vais vous remettre l'artwork. Tac. Tac. Une catastrophe. Et ils ont envoyé beaucoup de gens au carton là-dedans. Ah, il a la mine. Tomber face à... Ça tombe face à du Sherman. Ça se passe de commentaires. Voilà. Comme le tigre. Il est l'année d'avant le tigre, ouais. Mais il fait le baptême du feu. Il fait son baptême du feu quelques mois avant le tigre. Est un Panzer 2 en moins bien avec 5 ans de retard. Ouais, il y a de ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça.
C'est un très mauvais véhicule qui arrive beaucoup trop tard. C'est un design... C'est un design de... C'est un design de 36, de 37. Et encore, 36-37. Et le T26 est meilleur. Le T26, il a un 45 mm. Hein, le T26 est un méchant véhicule. Et le T26, les Allemands, ils le respectent en 41. Parce que si tu t'approches trop près, le 45 mm, il perce quasiment tout. Et c'est le même canon que tu as sur le BT7. Les chars soviétiques de 35 à 41 sont, je pense, les meilleurs véhicules du monde. C'est que mon avis, mais je le pense, très sincèrement, en termes de mobilité, de puissance de feu. Le problème, c'est les radios, c'est comment ils sont utilisés. Les Allemands sont meilleurs, mais les véhicules russes sont exceptionnellement bons. Et c'est vrai que quand vous voyez cette merde-là, vous vous dites, mais comment les ingénieurs italiens ont pu faire ça? Comment le commandement italien... D'ailleurs, le commandement italien savait que ce véhicule, c'était de la merde. Hein. Ils ont essayé d'annuler le contrat et tout, mais c'était trop tard. Voilà. Catastrophe. Catastrophe. Il a même pas la vitesse pour lui. Il a même pas la vitesse pour lui. Les Tchèques. Mais les Allemands... Alors, les Allemands ont pris les Tchèques, ont pris les chars tchèques, ont pris les chars polonais, mais ils les ont transformés et adaptés à ils ont mis 5 membres d'équipage dedans. Les Allemands ont sublimé les véhicules polonais et les véhicules tchèques. Ils les ont sublimés en les adaptant parfaitement à leur doctrine d'emploi. Les Allemands étaient forts à cette époque. Mais c'est vrai que le T26 est pourtant pas très mobile, c'est vrai. L'avantage du T26, déjà, on oublie il est vieux le T26. Et surtout, il a une puissance de feu redoutable. Le canon du T26, le 45 mm, est un canon très très dangereux. Et dites-vous que là, c'est un 20 mm qu'il a. Donc vous voyez un peu la différence de pensée. Les Italiens sont en retard dans tous les compartiments. Et ouais, je ne comprends pas comment ça est en service en 40. Ou alors, tu le gardes en Yougoslavie. Mais je pense je suppute qu'ils avaient tellement besoin de tanks qu'ils les ont envoyés au carton en Afrique. Voilà, c'est mieux que rien. Le Stuart le mange, bien sûr. Oh, bien sûr. Tout le mange. Même une 12-7 le mange. Tu sais qu'une 12-7, le croque sans problème. Ce véhicule. C'est un véhicule léger. C'est une grosse tanquette. C'est une grosse tanquette avec un canon automatique et une tourelle. C'est un mauvais véhicule. Voilà. Ça pourrait couvrir les tanks lourds pour de l'anti-infanterie, même pas. Même pas. Vaut mieux avoir des SDKFZ avec des mitrailleuses. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. D'ici une petite demi-heure, je continuerai mon run sur Terra, Invicta. Un HS, oh non, j'ai du mal à faire des véhicules... J'ai du mal à faire des Mirage 3 Kafir, des véhicules modernes, j'ai un peu de mal à traiter de ça. J'ai pas l'expertise pour faire des véhicules trop modernes. En tout cas, pas ceux-là. Donc ouais, on ira sur Terra Invicta, ça va bastonner. Demain, Manor Lord, on ira jouer à HOI 4 demain soir, d'accord? Je vais aller m'amuser sur HOI 4. Je vais arriver l'esprit ouvert. Je vais arriver serein, posé, calme, de bonne humeur. Et j'irai jouer à HOI 4, d'accord? Voilà. Une 12-7 ici, totalement. Une 12-7. Tu penses trop en mathématiques, mec. Tu penses trop en mathématiques que ton blindage, systématiquement, arrête un projectile, c'est faux. Et ne faites pas ça. C'est pour ça que je parle pas de maths. Parce que vos données de blindage ne veulent absolument rien dire. Elles sont totalement théoriques. Ça tient pas compte de la qualité de ton acier. Ça tient pas compte si ton blindé a déjà pris des coups. Un blindage qui a déjà été touché par un obus va être très susceptible d'être affaibli. Et tout ça. Une 12-7 de flanc, elle croque ça. T'as énormément de points faibles sur ce véhicule qui font qu'une 12-7, sans problème, va croquer ce véhicule. Et ne jouez pas trop avec les chiffres. Tous vos chiffres doivent systématiquement, voyez-les à la baisse. Parce que le théorique ne survit pas à la réalité du terrain et à la violence du terrain. Ah oui, la 12-7 croque ça, les mecs. La 12-7 croque ça. Peut-être pas de face, un peu de flanc. Et encore, s'il a pris à force de tirer dessus. Vous savez que c'est pas juste un coup. Quand vous tirez à la 12-7, vous avez la bande de Mun. Pam, 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 pam. Ah ouais, les 100 premières vont pas passer. Mais à un moment, ça va passer. Voilà. Ça passera. Ça passera.
Et c'est vrai qu'on oublie cette... Les gens ont... C'est ce que j'ai... En fait, j'ai fait les War Tanks. J'ai commencé les War Tanks parce que j'ai vu que des gens sur YouTube faisaient des vidéos de tanks. Et j'ai vu qu'ils faisaient que du théorique. Ils lisaient les maths de Wikipédia. Blindage de 30 mm, arrête au but de machin. Et les mecs sont totalement déconnectés parce qu'ils ont jamais tiré. Ils ont jamais tiré avec une mitrailleuse lourde. Ils ne connaissent pas l'usure, à quel point ces véhicules sont fragiles et qu'on peut très facilement les affaiblir en tirant dessus encore et encore. Comment le blindage s'use rapidement. Et je me suis dit, je vais essayer de parler d'autres choses dans les War Tanks. Ouais. Je vais essayer de parler de logistique, de pas trop aborder le côté mathématique. C'est pour ça que j'essaie de jamais parler de blindage et tout ça. Je le fais jamais. Il y a des raisons à ça. C'est ça les raisons. Voilà. Mais ça existe. Si vous êtes intéressé, vous trouverez facilement d'autres vidéos qui parlent des mêmes trucs que moi, mais seulement avec des maths. Voilà. Bon, je m'arrête là. Peut-être à tout à l'heure. Et sinon, ouais, demain, du Manor HOI 4. C'est par rapport à ton ancien taf, entre autres. Absolument. Mon ancien taf m'a beaucoup ouvert les yeux sur la complexité de la logistique dans une armée. Surtout dans une armée moderne. Et ce que j'appelle armée moderne, c'est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre moderne au niveau d'emploi de la logistique. Bon, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Peut-être à tout à l'heure ou alors dans les prochains jours. Et sinon, la semaine prochaine, je sais pas trop ce qu'on fera.